Frédéric Bedos est journaliste et a présenté pendant plus de 15 ans de nombreuses émissions prestigieuses à la télévision et à la radio, essentiellement en France, à New York et à Londres. En 2008, elle se lance dans une aventure formidable en fondant une ONG d'information, le projet Imagine. Son but, inspirer pour agir. Pour cela, elle met en lumière les héros humbles du monde entier. Ses premiers héros, ses parents adoptifs qui ont sauvé une vingtaine d'enfants, tous considérés comme inadoptables. Elle raconte d'ailleurs cette histoire dans son livre témoignage La petite fille à la balançoire. En 2017, Frédéric Bedos est élevé au rang de chevalier dans l'Ordre national du mérite, décoration remise par Jean Vanier, fondateur de l'Arche, commandeur de la Légion d'honneur depuis 2016. Bonjour Frédéric. Bonjour Nadège. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Donc c'est un vrai honneur que tu aies pu accepter cette sollicitation pour cette interview. Et alors quand j'ai cherché des conférenciers, des intervenants pour ce sommet, j'ai été voir du côté des auteurs, j'ai été voir du côté des coachs et des conférenciers, notamment les conférenciers TED. Et c'est comme ça que je t'ai connue à travers la conférence TEDx que tu as faite à Cannes. Donc, comment oser prendre des risques pour vivre ses rêves. Et du coup, après quelques recherches, je suis retombée sur la fondation, sur ton ONG, donc le projet Imagine que tu as fondé et dont on va parler au cours de cette interview. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je sollicite Frédéric pour cette interview parce que tes messages, mais aussi tes actions au quotidien, ton parcours sont une réelle source d'inspiration et aussi une réelle invitation à prendre sa vie en main pour tous et notamment pour les internautes qui nous regardent aujourd'hui. Alors vraiment, merci beaucoup, merci du fond du cœur d'être. Merci à toi Nadège. Tu sais, d'abord, c'est toujours une rencontre. Et la rencontre, c'est toujours un privilège, un honneur, une grâce qui nous est donnée. Et il n'y a que ça, en fait, qui est le vrai cadeau de la vie. C'est la rencontre. Merci Frédéric. Alors, je vais démarrer avec la question fil rouge, donc la question que tous les intervenants du sommet ont eue. Donc, qu'est-ce que prendre sa vie en main pour toi et comment cela se traduit au quotidien pour toi? Alors, c'est une très, très belle question et une vaste question. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la main qui est mise dans cette expression, ce qui veut dire l'action, ce qui veut dire le côté presque artisanal de nos vies, tu vois, qui est souligné par tout cela. C'est vrai que nos vies, ben, on les bâtit au quotidien, jour après jour, et c'est quelque chose qui doit se faire avec amour, tu vois, comme n'importe quelle œuvre d'art, eh bien, on doit y mettre de l'amour et on y met toute sa bonne volonté qui passe par nos mains. Ça veut dire aussi que c'est pas voilà du pur truc de l'esprit, enfin, c'est pas juste du jus de cerveau, c'est vraiment quelque chose voilà qui sur lequel il faut mettre de l'énergie, il faut mettre du quelque chose de très concret et donc de l'engagement personnel et qui passe aussi par nos corps parce qu'on a tendance à oublier que nos vies ça passe aussi par nos corps. Donc ça veut aussi dire prendre soin de nos corps. Mais finalement, ça veut dire prendre soin de soi, tout simplement. Mais ce que j'aime, si tu veux, c'est que dans prendre sa vie en main, pour moi, c'est surtout prendre sa vie à cœur. Mhm. Tu vois, il y a vraiment. Et donc, ça veut dire que ça questionne aussi une articulation entre tout ce qui fait nos vies, c'est-à-dire nos corps, ce que l'on en fait, mais aussi nos esprits et nos cœurs, et aussi nos intelligences. Or, quand tu y penses, moi j'ai souvent la sensation qu'on vit dans une société qui marche un peu sur la tête et qui a tendance à traiter le cœur que comme si c'était une pompe pour envoyer de l'oxygène au cerveau. Et donc le cerveau prime. Alors qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire, il faudrait absolument mettre nos cerveaux, notre intelligence, au service de nos cœurs. C'est Mhm. comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, ce qui veut dire que nous avons une attention particulière à porter à l'écoute de nos cœurs. Ce qui est exactement ce que la société nous empêche de faire. Nous vivons, tu vois, dans une espèce de brouhaha permanent, un chaos où la parole est là sans cesse et la parole à tout va, et la parole souvent scandaleuse, la parole sensationnaliste, la parole vraiment qui amène aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et finalement qui distille la peur dans les cœurs.
Mmh. Et donc tout ça nous empêche d'écouter la petite voix intérieure qui nous habite tous et qui est une voix très ténue, très fragile. C'est pour ça qu'il faut pouvoir vraiment lui accorder un peu de temps et de l'attention pour vraiment se mettre à son écoute. Or, c'est notre boussole intérieure et elle sait très bien ce qui va nous rendre heureux. Parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre sa vie en main? Ça veut dire essayer de la guider vers le bonheur, c'est surtout ça. Et donc, tu vois, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui du développement personnel, etc. Mais qui pour moi va bien au-delà de cela. Parce que, tu vois, souvent, je fais une longue réponse, hein, mais derrière le développement personnel, moi, il y a des choses qui me froissent un petit peu. C'est qu'il y a quelque chose justement de très personnel, de très donc individuel. Or, justement, c'est de cela qu'on a besoin de se séparer, de briser. C'est l'individualisme qui est devenu quelque chose de galopant à outrance. L'individualisme est véritablement favorisé par la société d'aujourd'hui et donc elle favorise le repli sur soi et l'égoïsme. Mmh mh. Nous ne sommes jamais heureux tout seuls dans notre coin à essayer de se nourrir soi-même. Nous sommes véritablement heureux dans la relation à l'autre. Et donc cette petite voix, elle est là pour nous le rappeler. Elle sait très bien que c'est dans le bonheur de tous ceux que nous allons pouvoir emmener avec nous dans une contagion d'amour, en fait, nous allons vraiment nous épanouir. Et donc le développement personnel, il passe surtout par le développement de tous ceux qui nous entourent. Et ça, c'est la clé du bonheur. Donc ça veut dire aussi prendre sa vie en main, ça veut surtout dire ouvrir les mains pour partager, pour donner, et en même temps pour recevoir. Et c'est ça le risque. Le risque, c'est d'ouvrir les mains, parce que quand on possède quelque chose, bah, on a le réflexe de fermer la main sur ce que l'on possède, parce qu'on a peur qu'on nous le pique. Et donc quand on ouvre, on risque de nous piquer, mais à ce moment-là, on peut tout recevoir. Voilà ce que c'est pour moi, prendre sa vie en main. Ah. Alors justement, tu parles de justement, tu parles de ce développement personnel et au-delà de ça, en fait, du développement plus collectif. Alors comment justement peut-on passer de ce développement personnel à un développement plus collectif? Mhm. Et c'est exactement ce que tu viens de dire dans ta question. Il y a la réponse, c'est-à-dire que c'est un chemin. Mmh. C'est véritablement un chemin. Alors là-dessus, tu vois, c'est très drôle parce que moi, je réalise des films qui parlent de héros, et donc j'ai la chance d'avoir sans arrêt accès à des personnes extraordinaires et qui ont souvent des phrases magnifiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini un film, un long métrage sur Jean Vanier. Jean Vanier, qui est véritablement le Mère Teresa d'aujourd'hui, qui a fondé l'Arche, avec laquelle il prend soin des personnes handicapées mentales un peu partout dans le monde. Et cet homme, vraiment, c'est une lumière, quoi, une lumière d'humanité, une montagne de tendresse. Donc évidemment, pour nous, c'est une source d'inspiration formidable. Donc quand j'ai fait ce film, j'ai à un moment interviewé un prêtre du patriarcat latin de Jérusalem. Et il a une phrase magnifique qui pour moi reste quelque chose de fort. Il dit: la vie est un exode. Sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Et tu vois, je me dis véritablement, tout est dit dans cette phrase, parce que premièrement, ça questionne encore une fois une société qui justement est en train de voir bouger les flux migratoires, etc., et observe tout cela avec beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, et donc finalement beaucoup de rejet, en bâtissant des murs qui nous séparent, etc. Or lui, tu vois, il le ramène à chacun. La vie est un exode. Nous avons tous un cœur de migrant qui cherche son refuge. Tous. Et tu sais pourquoi? Parce que nous sommes tous blessés. Nous sommes tous des êtres blessés. Nous vivons dans un monde blessé. Et c'est parce que nous sommes tous blessés, alors à des niveaux divers et variés, mais pourquoi hiérarchiser? Ce qui compte, c'est que voilà, nous avons tous cela en commun, nous sommes fragiles, et à un moment ou à un autre, certainement que nous avons été blessés. Mmh. Et donc cette fragilité qui nous habite, cette blessure, fait que nous sommes apeurés. Un animal blessé, tu ne peux pas l'approcher. Bah, c'est la même chose pour nous. Et c'est pour ça que c'est si difficile de nous rencontrer et de vraiment faire connaissance les uns avec les autres et vivre ensemble en paix. Parce que nous sommes apeurés. Et donc, face à ça, on bâtit des murs pour nous séparer, alors qu'en fait, la seule solution, la seule façon de nous relever de nos blessures et de nos peurs, c'est justement la rencontre avec l'autre. Tu Mmh. vois le paradoxe? Donc la vie est un exode, sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on découvre quand on va à la rencontre de l'autre? Eh bien, on va redécouvrir cette empathie Mmh. qui va faire que je t'aime parce que je suis toi. Et c'est ça la clé, tu vois, c'est ça la clé. Donc c'est notre humanité, c'est cette invitation à laquelle nous devons tous répondre si nous voulons un jour devenir une vraie humanité épanouie, tu vois.
c'est une histoire d'amour. Alors justement, l'amour, tu en parles notamment dans ton livre, Ouais. tes livres, La fille à la balançoire. Et même le sous-titre, c'est L'amour m'a sauvée. Et, euh, et justement, c'est quand à la lecture de ce livre, c'est vraiment l'émotion. Euh, c'est quelque chose. En fait, ça se situe au niveau du cœur quand on lit. Il y a vraiment une chaleur qui se produit au niveau du cœur. Enfin, on sent que ça. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Ça résonne au niveau du cœur. Comment fait-on justement pour se connecter avec notre cœur? Comment fait-on pour aussi l'ouvrir aux autres euh, de manière la plus ouverte possible? Bien sûr. Et ben c'est effectivement tout le challenge il est là, quoi. Et donc ça veut dire que ça va être une bataille intérieure. C'est vraiment pour le coup le vrai challenge de nos vies il est là. Il y en a pas d'autre, hein. Le reste c'est de la gnognotte à côté de ça. Donc la bataille elle est toujours entre soi et soi. Mais ça veut dire donc lutter contre les peurs qui font qu'on n'ose pas s'approcher de l'autre et pour pouvoir vraiment en même temps à la découverte de soi. Ça va toujours ensemble, tu vois. Tu sais, d'ailleurs, je reviens sur cette histoire de développement personnel. Je reviens là-dessus juste parce que, effectivement, le truc qui me gêne, dès lors qu'on est que sur le chacun, chacun être heureux pour soi, avec soi-même, ce truc de la bulle intérieure et qui fait qu'on marche en autarcie comme ça me dérange parce que il faut quand même, tu vois, le critère ne peut pas être juste qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous épanouit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, il faut quand même élaborer un corpus de valeurs. Sur quelles valeurs, quel type de projet de vie qui va au-delà de nous, on peut se projeter. Je dis ça parce que, tu vois, tu prends un serial killer, quand il a tué des gens, il est parfaitement épanoui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Et, terrible quand il pense. mm, C'est-à-dire que lui, il se sent très bien, tu vois, il a fait exactement ce qui lui plaisait. Donc, quel est le corpus de valeurs qui sous-tend tout ça, au-delà du bonheur de chacun? Tu vois ce que je veux dire? Si le corpus de valeurs est quand même cette notion de bien commun, de respect de la vie, de dignité pour chacun, et donc, bah alors là, du coup, effectivement, le serial killer, il va se rendre compte qu'il y a un problème, quoi. oui. Évidemment, je prends une situation caricaturale, mais c'est quand même pour montrer que finalement, très souvent, on ne se pose pas à cette question. Et donc, du coup, on met la barre pas assez haute. Et donc la chose principale qui va faire de toute façon qu'on va pas répondre véritablement à l'invitation, encore une fois, ça va être la peur. J'insiste là-dessus parce que je me suis rendu compte que la peur est le véritable ennemi de l'amour. Mm, Bon, on parle souvent de la haine. Alors la haine, on se dit ça, c'est l'ennemi de l'amour. Mais la haine, c'est souvent de l'amour blessé, donc c'est la même facette d'une même médaille. Enfin, c'est l'autre facette d'une même médaille. Le véritable ennemi de l'amour, c'est la peur, parce que comment est-ce que tu vas partager si tu as peur de manquer? mm. Comment tu vas t'approcher de l'autre si tu as peur qu'il t'attaque? Donc c'est véritablement la peur, tu vois. Mais la peur souvent est assez illusoire. C'est quand on dit la peur n'évite pas le danger. Bah oui, tu vois. On est capable en plus de se faire des peurs soi-même, des phobies et tout ça. Donc il y a vraiment une lutte, un travail à faire intérieur euh, pour, pour vraiment prendre conscience de ces peurs qui nous habitent Mm, et les affronter pour petit à petit, parce que évidemment c'est un chemin, encore une fois, petit à petit, bah, les affronter et en faire tomber certaines, en faisant le test de bah ok, j'ai peut-être peur de frapper à la porte de mon voisin, mais allez, j'y vais, et puis je vais lui offrir une fleur, ou je sais pas quoi, et il va se passer quelque chose. Et en fait, pas à pas, on va découvrir toutes les merveilles dont on se coupe, parce que en fait, le principe de réalité va revenir que bah en fait la tête du voisin elle est pas si moche que ça mm. et que tout un univers s'ouvre. C'est vraiment petit à petit. Mais c'est d'abord des prises de conscience. Et moi, ce que j'essaye de faire avec le projet Imagine, en mettant en avant des héros, c'est justement ces prises de conscience. C'est faire tomber ces peurs grâce à des inspirations venues d'histoires vécues qui nous montrent à quel point tout est possible, à quel point il n'est pas trop tard, à quel point c'est dans nos mains prendre sa vie en main. Hein. Et c'est vraiment ça. Donc en fait, d'ailleurs, plus que prendre sa vie en main, c'est vraiment se réapproprier le monde, Mm. réaliser que le monde, c'est nous. Oui, Le oui. monde est à notre image. Et donc, plus on est de gens à vouloir eh bien, donner le meilleur de nous-mêmes, plus le monde change et il devient meilleur. Le monde, c'est nous. Mm. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est en mesure de prendre sa vie en main.
Alors ça, c'est génial parce que c'est vrai que c'est universel. Effectivement, tout le monde et même les plus fragiles. Tu vois encore une phrase de Jean Vanier que j'aime énormément. Il dit: «Il n'y a personne d'assez pauvre pour n'avoir rien à donner, personne d'assez riche pour n'avoir rien à recevoir». Mmh. C'est formidable. On voit bien que on n'est pas en train de parler d'argent comptant, de monnaie. On n'est pas là-dedans. On est vraiment en train non pas de parler d'argent, mais de parler de richesse. C'est autre chose. Et c'est un niveau au-dessus. Et cette richesse, elle nous habite tous. C'est la richesse de notre humanité. Et donc, voilà, il y a vraiment à prendre conscience de cette richesse. Moi, j'ai coutume de dire que nous avons tous un trésor unique qui Mmh. est en nous. Et ce trésor unique, donc il faut en prendre conscience. Il faut ensuite tout faire pour pouvoir lui donner à vivre, tu vois, pouvoir faire en sorte qu'il prenne de l'ampleur. Et ensuite qu'on soit eh bien, capable de pouvoir l'offrir au monde. Parce que si nous n'offrons pas ce trésor au monde, il va manquer au monde. Oui. Et donc, si tu veux, pour moi, il y a vraiment cette idée de comprendre que il n'y a pas une solution pour sauver le monde. Il n'y aura pas un messie ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, ou un homme politique incroyable. Non, c'est nous la solution. Donc, il y a autant de solutions que d'êtres humains dans le monde. Mmh. Et c'est merveilleux que ce soit comme ça. Tu vois, c'est absolument merveilleux puisque ça veut dire que oui, nous sommes tous invités Ouais. dans cette grande aventure. Qui, voilà, nous pouvons tous sauver le monde, mais chacun. Et c'est super. Donc nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance, Mmh. nous ne sommes pas condamnés à subir, nous avons notre rôle à jouer. Et ça, c'est la légende du colibri, tu vois. Oui. La légende du colibri. Qui éteint le feu avec des petites gouttes d'eau, bah voilà, chacun on va mettre des petites gouttes d'eau et évidemment qu'on va éteindre le feu. Mmh. Et alors justement pour sauver le monde comme tu pour te citer, hein, donc il y aurait 2 grands axes finalement. Il y aurait un, que chacun se libère de ses peurs pour justement oser aller à la rencontre de l'autre et deuxième axe, ce serait de trouver, quel est notre trésor, Oui. mettre, pour contribuer justement au monde. Ouais. Alors c'est là où c'est très beau toujours, ce trésor, cette richesse, c'est qu'il y a pas de limite, sur la nature de ces trésors. Parce que tu vois, là encore, on est dans une société qui va mettre sans arrêt porter au nu, les gens puissants, les gens, stars, les gens brillants ou, les gens riches, enfin tu vois? Et donc souvent on se sent bien petit face à tout ça et on se dit: «Bon bah», tu vois? On se dit: «Bon bah moi qu'est-ce que je peux aborder? De toute façon ce sera» et on se dit d'ailleurs: «Ce sera une goutte d'eau dans la mer». On oublie que c'est comme ça qu'on fait la mer, avec beaucoup d'eau. On peut pas faire autrement. Donc oui, le caractère précieux de la goutte d'eau de chacun. Et donc le caractère précieux de ces trésors qui nous habitent, qui peuvent être multiples. Et je dis ça parce que, tu vois, moi, dans mon ADN, quand je mets en valeur des héros du monde entier, c'est pour réveiller le héros qui habite en chacun de nous, Oui. qui est souvent bien tassé, hein, sous la peur et le quotidien, mais qui en fait ne demande que ça d'être réveillé. Et voilà. Pourquoi je dis que ce sont des héros et que ce héros nous habite, c'est parce que dans un monde qui prône toujours plus d'égoïsme, de repli sur soi, dès lors qu'on commence à aller à contre-courant de cela, c'est héroïque, tout simplement, parce que ça demande d'aller à contre-courant. Et ça demande donc du courage, de prendre des risques, euh, parfois d'être critiqué parce qu'on ne fait pas comme les autres. Enfin, je veux dire, c'est tout ça. Dès lors qu'on sort de l'ordinaire, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous tresse des couronnes de laurier. Mmh. Très souvent, on va se faire critiquer. Ouais. Moi, tu sais, ma source d'inspiration première, ce sont mes parents adoptifs. Mmh. Mes parents adoptifs ont adopté et sauvé une vingtaine d'enfants venus du monde entier, tous considérés comme inadoptables. Donc des enfants qui étaient déjà à difficulté et qui donc étaient déjà condamnés par la société. Des enfants trop lourdement traumatisés, trop lourdement handicapés, trop ceci, trop cela, tu vois. Et donc la société avait déjà décidé qu'ils étaient foutus. Et chaque fois que mes parents croisaient le chemin d'un enfant dans cette situation-là, ils avaient le cœur brisé. Et ici, on ne peut pas laisser de côté, on le prend. Et Mmh. c'est comme ça que peu à peu, on s'est retrouvé une vingtaine. Bon, ça te montre un petit peu le côté risque après risque, Ouais. parce qu'ils ont pris le risque de quoi? Le risque d'aimer. Ils ont pris le risque d'aimer. Et c'est à ce risque-là que nous sommes tous appelés. Et il y a urgence qu'on apprenne à s'aimer, qu'on prenne le risque de nous aimer. Parce que aimer, c'est toujours prendre un risque. Parce que ça veut dire que d'un coup, le sort de l'autre nous importe. Oui. Et donc, on risque de souffrir. On risque de souffrir pour l'autre. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire aussi un degré d'inquiétude. Ça veut dire, tu vois, tout ça. Moi, mes parents, ça voulait dire inquiétude puissance 20. Tu vois, et c'est tout ça. Mais en même temps, ça vaut tellement la peine. Tu vois, donc c'est cette aventure-là. Et donc, cette richesse dont je parle,
elle peut s'exprimer de mille et une façons. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin ni d'être riche, ni d'être brillant, ni d'être... Tu vois, par exemple, Jean Vanier qui s'occupe des personnes handicapées mentales, Oui. si j'avais une vision productiviste, utilitariste de l'être humain, Oui. qu'on soit des héros incroyables et qu'on fasse des trucs de dingue, alors les personnes handicapées mentales, elles servent à quoi là-dedans? Mm. Et le monde, c'est véritablement comme ça, hein, qui regarde les personnes handicapées mentales aujourd'hui. C'est bon, en quoi elles vont ramener vraiment de la richesse à la société, tu vois. Donc on voit bien que c'est pas avec cette vision-là. Parce que tu vois, Jean Vanier nous enseigne que dès lors qu'on pose un regard bienveillant et qu'on commence à vivre ensemble, notamment avec les personnes handicapées mentales, eh bien, à quoi elles servent? Eh bien, elles nous humanisent. Ouais. Nous humanisent. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est donc dans la richesse de nos différences que nous trouvons un chemin d'humanité sans arrêt. Parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de souplesse intérieure, de flexibilité pour s'adapter à l'autre qui ne pense pas pareil, qui ne vit pas pareil, qui n'a pas la même culture, etc. Mais en même temps, on découvre autre chose, on découvre que notre vie n'est pas à rester dans une petite boîte comme ça, on découvre une autre richesse et tout. Donc dans ce tiraillement se trouvent des trésors de richesse. Mm. Alors justement, tu as utilisé plusieurs fois le terme richesse. Donc c'est peut-être intéressant, peut-être c'est quoi ta définition de ce mot-là? Parce qu'on l'utilise et c'est vrai que généralement dans le monde actuel, on voit plutôt la richesse économique. Quelle est C'est ta... pour ça que j'aime bien faire le parallèle argent-richesse. Hmm. La même chose, tu vois. Et de se rendre compte qu'on peut être tellement riche de tellement de choses sans être pour autant riche d'argent, quoi. Hmm. Cette richesse, c'est quand même d'abord et avant tout la capacité à être heureux, finalement. Tu vois, c'est ça qui compte. Tu peux être très riche et être très malheureux. Donc finalement, à quoi bon? Euh, et puis en plus, tu sais, c'était un proverbe d'un grand chef indien. Je ne me souviens plus le nom de ce grand chef indien, mais c'était vraiment pendant la conquête de l'Amérique, où il y avait les cow-boys qui disséminaient les troupeaux de bisons et tout ça, et qui avaient dit un jour, quand tu auras plus de bisons dans la plaine, quand tu auras plus de poissons dans les, dans les rivières, quand tu auras plus, voilà, quand tu auras plus de nature, est-ce que l'homme blanc comprendra que le billet vert ne se mange pas? Tu vois, on est dans l'absurde en fait, c'est de l'absurdité. Et aujourd'hui, je pense, c'est ça qui est beau, c'est que je pense que de plus en plus de gens se rendent compte de cette absurdité et la vivent de plus en plus mal. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de souffrance, ça fait justement des burn-out, ça fait des suicides au travail, ça fait beaucoup de dépression, ça fait tout ça parce que l'homme n'est pas fait pour vivre l'absurdité, le manque de sens. Donc ce manque de sens aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que c'est absolument mais primordial de se réapproprier cela. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même dans le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, tout ça, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut plus évincer cette question-là. L'entreprise, c'est quand même d'abord des hommes et des femmes qui se retrouvent dans un lieu de travail pour produire de la richesse. Mais si ces hommes et ces femmes vont très mal, ça va pas le faire. Tu vois, donc ce qui est intéressant, c'est que l'aberration du système lui-même est en train de sauter aux yeux. Dire que c'est simple, ça veut pas dire, mais quand même, tu vois. Donc ça, c'est important. Et je pense que peut-être c'est ça qui va permettre à nos sociétés de faire un vrai virage. Et nous avons absolument besoin de le faire, ce virage, parce que les urgences sont mais multiples et même pour la planète, quoi. Tout est là pour nous dire stop, warning. Et si tu remets cette richesse du cœur, cette richesse de l'amour au cœur de tous ces enjeux, tu te rends compte que dès lors que tu fais tout avec amour, tu feras plus les erreurs mais horribles et de base. Je veux dire, bien sûr, tu vas respecter la nature parce que tu l'aimes. Donc, tu feras plus des trucs horribles du genre, tiens, il y a la plus belle moquette du monde, le gazon, l'herbe, et puis si je la goudronnais. Je veux dire, quand on y pense, mais qui a eu cette idée? Je veux dire, c'est juste hallucinant tout ça. Et donc aujourd'hui, on est au bout d'un système, et donc il faut absolument, il y a urgence à se réveiller, à réveiller nos âmes, à réveiller nos cœurs, pour se rendre compte que mais maintenant, en fait, cette vraie richesse, ce qui est fou, c'est qu'elle m'a été donnée. Tout a été donné. On est arrivé sur une planète incroyable où la nature, tout se refait. Tu as rien ne se perd, tout se transforme, tu vois. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a une logique incroyable et nous, on a pété toute la logique, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut qu'on retombe sur nos pattes et finalement, enfin, moi, c'est ma vision, c'est que je pense vraiment que tout ce qui tient ce tout, cette globalité, ce sont des liens d'amour. Tu vois, c'est cette solidarité. Là, j'ai vu qu'il y a un documentaire qui sort sur la vie des arbres. Et on découvre que les arbres
se parlent entre eux, sont solidaires, etc. Mais pour moi, la nature, c'est évidemment ça, quoi. Et on parle souvent de la loi du plus fort quand on parle de la nature. Et j'avais lu un livre magnifique d'un grand botaniste qui est décédé aujourd'hui. Et ce botaniste avait écrit La loi du plus faible. Et qui disait, par ses observations de botaniste, eh bien, il montrait qu'effectivement, justement, dans la nature, c'est surtout des lois de solidarité, d'entraide. C'est magnifique, hein. Oui, oui. J'adore. Et donc, nous aussi, nous sommes un être vivant parmi le vivant. Et nous avons besoin d'être solidaires les uns les autres. C'est beau. Alors Frédéric, si tu avais un message à offrir aux internautes aujourd'hui via cette interview, dans le cadre de ce sommet des entrepreneurs de leur vie, quel serait-il? Enfin, je sais pas si j'ai pas déjà un petit peu tout dit, hein. Je pense que je vais certainement me répéter, mais vraiment le seul message qui soit, c'est réaliser qu'il va falloir y aller, quoi. Il va falloir aimer. Il n'y a même pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre alternative. Et quand je dis ça, c'est d'autant plus que je pense que parce que nous sommes dans une société qui se veut rationnelle, sérieuse, et dans laquelle on a envie de s'inscrire, eh bien, nous avons tous quelque part mis un peu une chape de plomb sur nos aspirations les plus profondes pour se montrer nous-mêmes sérieux, crédibles, tu vois, dans la société et pas avoir l'air d'illuminer. Et du coup, petit à petit, on a baissé le standard de nos rêves, de nos ambitions, de ce qui fait battre nos cœurs. Et moi, j'ai remarqué que depuis plusieurs années déjà, eh bien, on nous vend comme un Graal, comme le but ultime à atteindre, bâtir un monde de tolérance. Alors ça, si on bâtit un monde de tolérance, on est au top, on a fait vraiment le must, quoi. Et là, moi, je pose la question, qui rêve d'être toléré? Ouais. Qui rêve d'être toléré? Mm. Voilà, c'est juste terrible. Et donc, je sais, moi, tu vois, j'ai été sauvée dans une famille où on était donc une vingtaine d'enfants très blessés. Il y avait vraiment des grandes souffrances dont il fallait qu'on se relève. Si mes parents adoptifs s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, on n'aurait pas été sauvés. Mm. C'était jusqu'à nous aimer. Alors je crois que maintenant, tu vois, il va falloir qu'on prenne tous notre courage à deux mains, d'assumer pleinement ce qui fait battre nos cœurs. C'est qu'en fait, nous rêvons tous d'être aimés. Mm. Et donc, il va falloir remettre la barre très haute Mm. et dire que c'est le seul plan vraiment sérieux et crédible qui sauvera le monde. Mm. Pouvoir oser prendre le risque de le dire haut et fort. Moi, je rêve d'un monde d'amour. Il faut qu'on pratique cette révolution de l'amour. On l'a jamais fait. Il faut qu'on mette ce grain de folie, qui est le seul vrai grain de folie qu'il faut absolument qu'on développe. Soyons fous, aimons-nous. Mm. Soyons fous, aimons-nous. Mm. C'est joli ça. Exactement. C'est tout ça qu'il faut faire. Ouais. Et on est appelé à ça. Et c'est notre devoir de le faire. Tu vois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à tous ceux qui nous entourent, c'est celui-là. C'est de grandir dans nos vies, dans nos cœurs, en qualité d'amour, en qualité de cœur, avoir cette inclinaison du cœur qui va faire qu'on va regarder l'autre avec amour. Ouais. Mais c'est un long chemin. Ouais, ouais, ouais. Chemin. Mais c'est ça le chemin de nos vies. En fait, tant qu'on est à côté de ce chemin-là, on ne vit pas vraiment. Mm. Tu vois, on croit qu'on vit, mais en fait, on vivote. On vit comme des morts vivants. Ouais. Tu vois, dès lors que tu commences vraiment à vivre l'amour, tu commences vraiment à avoir le cœur qui, là, la pompe, elle est vraiment, tu vois, en action. Et là, tout devient intense. C'est pour ça que dans cette conférence TED que tu avais vue, je disais comment prendre des risques pour vivre une vie intense. Pour vivre une vie intense. Mais c'est pas possible de vivre une vie intense si on vit dans le confort. C'est-à-dire si tu as trop tout bordé autour de toi avec toutes les assurances possibles et imaginables, il n'y a plus de place ni pour la surprise, ni pour l'aventure, ni donc en fait, bah oui, tu vas vivre dans un fauteuil bien confortable, mais tu vas crever dedans. Mm. Mm. C'est affreux. Ouais. Donc non, sortons de nos fauteuils trop confortables, prenons le risque d'aimer. Voilà, soyons fous. Aimons. Vivons une vie riche en couleurs. Merci beaucoup pour cette interview. En tout cas, c'est formidable tout ce que tu fais justement. Enfin, ce que je disais au début, à la fois les messages que tu délivres. Là, en une demi-heure, tu nous as délivré un très très beau message d'espoir et d'inspiration. Et en même temps, à la fois par tes actions, est-ce que tu permets justement de mettre en lumière à travers tes actions
Et ton parcours, le regard que justement tu portes sur ton parcours, parce que certains pourraient, justement, c'est vrai, c'est aussi une question de regard finalement. Certains pourraient très bien sombrer dans un regard noir par rapport à leur parcours, par rapport à un parcours similaire au tien. Et toi, tu choisis l'autre regard, justement, le regard de l'amour. Donc je trouve ça formidable et vraiment bouleversant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Nadège. Merci. Au revoir.